Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Annyeonghaseyo! Dans cet épisode 2 hors série spéciale Corée, je vais vous faire un petit planning de voyage pour 2 semaines en Corée, comme j'avais pu le faire pour le Japon finalement. Et vu que ça va être un peu long, pas de blabla inutile, on va rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer par le jour 1 avec l'arrivée à l'aéroport Incheon. Je vous laisse le temps d'arriver, de passer la douane et de récupérer votre Wi-Fi ou votre carte SIM. Ensuite, direction votre hôtel ou Airbnb, là ça va dépendre. Il y a des bus bien fichus et moins chers qu'une ligne de train qui vous amène jusqu'au centre de Séoul avec quelques arrêts en cours. À voir suivant où vous habitez, ce qui est le plus simple. Il faut compter entre 40 minutes et 1h15 pour atteindre le centre en gros. Mais la ville est vaste, vraiment très vaste. Séoul, je vous conseille d'y rester minimum 4 jours pour profiter, et on va dire maximum 6 jours. Vous aurez largement fait le tour si vous êtes un super explorateur. Bien sûr, on peut rester plus longtemps, mais en termes d'activité touristique, 4 à 6 jours suffiront largement. Et pour ce premier jour, je ne sais pas à quelle heure vous arrivez, donc on va dire que vous allez découvrir votre quartier, ça sera déjà pas mal pour un début, suivant où vous habitez. Moi, je suis resté beaucoup plus de temps, je suis resté à peu près entre 12 et 14 jours, j'ai déjà oublié, mais voilà, j'ai trouvé que c'était too much. Je pense que 6 jours, c'est vraiment bien au maximum. Et c'est parti pour le jour 2, le premier jour de balade, et on va taper fort dans le touristique avec du bon traditionnel coréen. Je vous propose de commencer votre journée par le métro Hanguk. Alors désolé pour toutes les prononciations et toutes les fans de Corée, tous les fans de Corée, je ne connais pas du tout le coréen, donc ma prononciation va être super pourrie, je m'en excuse par avance, ne m'en voulez pas. Donc on va commencer avec le métro Hanguk et vous faire une pause café chez Oignon ou chez Fritz. Vous inquiétez pas, je vais vous en parler dans un futur podcast sur les cafés à Séoul et bien sûr il y aura les liens sur Explore Japon. Puis ensuite, il suffit de remonter vers le nord et de se perdre dans les petites rues. Vous allez découvrir plein de vieilles maisons traditionnelles et arpenter les ruelles en hauteur qui ont un charme fou. Car oui, Séoul est très vallonné. On fait que monter et descendre dans la ville quand on se balade et c'est plutôt chouette car ça donne un point de vue intéressant. On se trouve donc dans le quartier de Bukchon, Hanok Village. Là où je vous invite à pas forcément suivre l'itinéraire conseillé par les guides habituels, mais de vous perdre plutôt dans chaque ruelle pendant 2 bonnes heures, car ça a un charme fou. Mais par contre, c'est rempli de touristes là-bas, il faut le savoir. Ensuite, on va aller juste à l'ouest découvrir le grand palais de, alors là, à prononcer, ça va être compliqué pour moi, Gyeongbokgung, désolé, je ne sais pas si c'est ça, et son immense parc. Il y a un immense musée à l'intérieur de l'enceinte et vous croiserez plein de touristes en tenue traditionnelle. Car la petite astuce à savoir, c'est que si le palais est payant, vous pouvez vous affranchir des frais si vous louez des costumes traditionnels sur place. Moi j'ai eu la chance d'y être un jour férié, du coup c'était totalement gratuit. Mais par contre, la chance, je suis pas sûr parce que c'était blindé de chez blindé. Sur place, on peut rester très longtemps, mais j'avoue n'être resté qu'une bonne heure, car il y avait vraiment trop de monde. C'était pas agréable pour faire des photos et autres. Moi, quand il y a trop de monde, c'est pas mon kiff, donc je suis pas resté, mais peut-être que vous resterez plus longtemps et que ça sera plus tranquille, ça ne sera pas un jour férié. Ensuite, je vais vous proposer de redescendre un peu vers l'est et d'aller voir le petit temple en pleine ville de Jogye-sa. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour les prononciations, je sais pas du tout si c'est ça, mais allez voir Explore Japon, il y aura les liens, ça sera plus simple pour retrouver. Le temple en lui-même n'est pas extraordinaire, mais les statues gigantesques qui sont dans le temple en imposent vraiment. Ici, on restera pas longtemps, mais c'est sur le trajet, alors pourquoi pas y faire un tour et un petit halte et faire quelques photos, ça peut être sympa. En fait, le but, c'était vraiment de vous amener jusqu'au quartier de Ikseon-dong, un tout petit quartier en termes de taille, rempli de rues étroites, mais qui cache des tonnes de magasins super stylés. Enfin, surtout des restos, des bars et des cafés. Le quartier a un vrai charme, un peu hipster, certes, mais de vieilles bâtisses sont retapées pour faire des endroits à la mode tout en gardant le quartier un peu vieux. J'ai vraiment beaucoup aimé ce coin, on fait vite le tour là aussi, mais vous pouvez vous poser dans un des cafés ou restaurants qui vous fera de l'œil, et vous pourrez sûrement y retourner un soir pour faire une sortie sympa, un resto sympa si le quartier vous a plu. Ensuite, pour la fin de la journée, je vous invite à aller beaucoup plus à l'est. Perso, j'y suis allé à pied, mais le trajet n'est pas vraiment d'intérêt, donc si vous pouvez prendre un transport, ne vous gênez pas, et on va aller en direction de Iwamura Village. C'est un quartier tout en pente, avec plein de petites ruelles un petit peu pourries, mais qui cachent du street art dans tous les coins de rue. Là aussi, il faut se perdre dans le quartier, il y a une map qui existe pour vous montrer où sont les street art. Je vous invite quand même à la télécharger, car vous risquez d'en louper pas mal sinon. Mais c'est quand même chouette d'y aller un peu à l'arrache et de regarder un peu après à la suite. Ah tiens, il y a celui-là qui est sympa, j'irai bien le voir.
Tout dépend de si vous avez le temps ou pas. Et en haut de ce quartier se trouve un petit parc qui offre une vue vraiment superbe sur la ville. Après la balade dans les rues, c'est une fin parfaite pour le périple du jour. L'idéal étant d'y aller à la tombée de la nuit quand la ville s'illumine. On peut voir la Seoul Tower illuminée, il y a un ancien rempart tout le long. Une fois en haut et les photos faites, vous pouvez même suivre les remparts en direction du sud et vous tomberez sur une ancienne porte gigantesque de la ville. Ou alors vous pourrez rester dans le quartier de Iwamura Village, car près des murailles, il y a aussi des petits bars avec des superbes terrasses qui ont l'air assez chouettes. Si vous n'êtes pas rassasié, je peux vous inviter une fois la descente faite à vous rendre à Dongdaemun Design Plaza. Je suis vraiment désolé pour les mots, j'ai l'impression de prononcer ça super mal, je sais que je le fais, je m'excuse. Qui est donc un musée super design qui là aussi vaut le coup d'œil de nuit pour le coup pour faire de chouettes photos. J'ai pas fait le musée, je me suis juste baladé autour et le quartier en plus est très animé avec plein de malls. Si vous voulez faire un peu de shopping ou des échoppes de street food pour un petit encas, c'est vraiment un coin très très cool. Et donc maintenant, on a fini pour le jour 2, on va passer au jour 3. Et le jour 3, je vais vous dire Hey sexy lady, hop, 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 Gangnam Style. Et ouais, on va changer de style. Après le côté un peu tradi, on va aller dans le côté bling bling, grosse tour avec de la thune. Car vous ne le saviez peut-être pas, mais cette chanson se moque en fait des gens du quartier du même nom, un quartier bourgeois où on veut se montrer, on veut montrer qu'on a de l'argent. Le quartier est assez grand à vrai dire, et si vous aimez les grandes tours, vous serez servi. Mais je dois avouer qu'en termes de visite, il n'est pas foufou non plus. J'ai pourtant bien aimé la balade le long d'un canal au sud du quartier. Je vous ai mis Google Maps comme d'habitude sur la page de l'émission. C'est une petite rivière qu'on peut suivre, on voit les buildings sur les côtés, l'ambiance est vraiment chouette. Je vous invite à regarder mes photos là aussi pour vous faire une idée. J'ai suivi toute la balade et c'est certes un peu longué à faire à pied, mais c'est chouette. Je suis allé ensuite vers le gros complexe commercial qui s'appelle Coex, qui relie plusieurs gros buildings avec un mall souterrain assez grand. On y trouve même une librairie assez chouette avec de grandes bibliothèques très hautes, un peu comme celle d'Hirakata dont je vous ai déjà parlé vers Osaka et Kyoto. C'est ici aussi en sortant du mall que vous verrez une statue du Gangnam Style, car oui, il y a même une statue maintenant. Ensuite, on va prendre la direction opposée, mais toujours dans le quartier, vers le métro Shinsa. Le quartier regorge de bâtiments assez chouettes, design et de petites ruelles qui serpentent dans tous les sens pour faire du shopping. C'est assez chouette et finalement, il y a un magasin que j'ai adoré, même un super magasin de cheesecake qui s'appelle C27, qui propose comme son nom l'indique 27 types de cheesecake différents. Tout ça dans un building de 5 étages où chaque étage et chaque pièce est différent. Car oui, les Coréens, ça rigole pas du tout sur le côté Instagram et les photos à faire sur Instagram. Donc il faut que ça claque. Les cheesecakes sont vraiment super bons et le lieu, il faut l'avouer, est très très cool. Je vous invite à vous y poser et à aller manger un cheesecake parce que c'est vraiment très très chouette. Pour le 4e jour, on va grimper. Et ils grimpèrent, et ils grimpèrent, et ils grimpèrent longtemps. Là, il y a plusieurs façons de le faire, mais je vais vous parler de la mienne car oui, on va aller à la Seoul Tower. Il y a des bus ou des téléphériques qui peuvent vous y amener, mais vous me connaissez, j'aime marcher. J'ai donc commencé ma journée en sortant à la mairie de Séoul, qui est un bâtiment assez design et totalement végétalisé à l'intérieur. Je me suis ensuite dirigé à pied, car ce n'est pas très loin, à une ancienne porte très connue qu'on peut visiter en plein milieu de routes et des buildings, qui s'appelle Namdaeum, c'est le nom de la porte. Puis quelques mètres plus loin, il y a une skyline vers la gare de Séoul qui permet de prendre de la hauteur. Et la skyline, finalement, est assez chouette pour une petite balade de quelques minutes. Là aussi, pas d'inquiétude, je vais vous mettre les Google Maps pour situer sur la page de l'émission. Et en partant de la skyline, j'ai donc monté direction un petit parc qui suit des remparts en direction d'un premier palier, où on peut trouver un musée. Je pensais qu'il y avait une petite balade champêtre dans la forêt pour arriver jusqu'à la tour, mais de là où je suis parti, j'ai dû suivre une large route où les bus descendent. Bon, la balade était plutôt chouette tout de même, mais par contre, ça grimpe. Surtout que ce jour-là, pas de chance, le soleil tapait vraiment, et j'adore marcher, mais je déteste grimper et monter. Je peux marcher des heures et des heures, non-stop, vraiment, je peux marcher 30 km par jour, j'ai aucun souci, mais dès que ça monte juste un petit peu, je perds totalement ma stamina, je ne sais pas pourquoi. Arrivé au bout, vous pourrez visiter la Seoul Tower, et même sans aller dans la tour, vous avez déjà un superbe panorama sur la ville de tous les côtés même, c'est franchement très très chouette. Et pour les photos, ça vaut le coup, vous allez être ravis. Je vous invite ensuite à redescendre vers un autre quartier au sud de la tour qui est plutôt chouette pour faire une pause café, voire un peu de shopping. Moi perso pour redescendre j'ai suivi la route, mais dans l'autre sens du coup la route qui continuait, jusqu'à un embranchement qui descend cette fois-ci à travers la forêt, du coup c'était un petit peu plus chouette comme balade. C'était dans un petit parc, c'était un peu plus sympathique que la montée,
Et en plus, c'était en descente, donc forcément, j'ai trouvé ça plus chouette. Le quartier se situe près du métro de Hangangjin. Voilà, je l'ai mal prononcé encore une fois. Là, il y a plein de coffee shops sympas et de restaurants aussi, bien entendu. Vous aurez des coffee shops dans le guide qui arrivera bientôt, donc je vais vous en parler de tout ça. Il y a aussi une bibliothèque qui sur le papier paraît super jolie, mais en vrai c'est vite limité, qui s'appelle Blue Square. J'avais l'impression que c'était une sublime bibliothèque comme Hirakata, mais en fait pas du tout. Il y a 2-3 étages et il n'y a pas grand chose à voir. C'est pas très impressionnant au final, donc je vous invite pas forcément à y aller. Si vous êtes à côté, why not, mais c'était pas hyper chouette, hein. Et si vous en avez encore sous le pied, je vous invite à vous rendre un peu plus au sud sur les rives de la rivière. Car franchement, de nuit et de jour aussi, hein, sincèrement, les rives de la grande rivière qui traverse Séoul, c'est vraiment un endroit super chouette pour se balader. C'était un de mes endroits préférés, c'est même mon endroit préféré sur Séoul. On a des vues vraiment cool de nuit comme de jour pour faire des photos ou juste une simple balade car on peut vraiment longer les rives sans souci. Bon, parfois, par contre, c'est un peu compliqué pour sortir des rives, car de chaque côté de ces rives, il y a des autoroutes qui passent. Et les passages pour les traverser, passer en dessous des autoroutes ou au-dessus, sont pas toujours légion. Parfois, il faut marcher jusqu'à 25 minutes pour trouver une sortie et pour pouvoir retourner finalement en ville. Ça, c'est un peu chiant, j'avoue, j'ai pas trop aimé ce côté-là. Mais par contre, les balades le long du canal, mon truc préféré à Séoul. Et c'est fini pour le jour 4. Pour le jour 5, on va aller vers le métro de Sehongsu, à l'est de la ville. C'est un coin que j'ai plutôt bien aimé et vous allez éviter comme moi de marcher un peu partout, comme ça vous pourrez enchaîner 2 quartiers le même jour. Dans ce quartier à côté du métro, il y a un coffee shop plutôt sympa dont je parlerai dans mon guide pour commencer la journée. C'est un quartier des anciens chausseurs de Corée a priori car il y avait des statues de chaussures un peu partout. Ou alors j'ai loupé un truc. À l'ouest du métro, il y a un parc qui est assez grand, assez chouette. Il y a un centre commercial assez original fait de containers de bateaux qui sont assemblés les uns sur les autres. Ça donne un espace assez coloré avec des boutiques pour le shopping et des restaurants cafés à l'étage. Un endroit sympa pour faire quelques photos. Franchement, n'hésitez pas à y aller. Si vous continuez vers l'est, vous tomberez vers le métro Kongkuku. Enfin, Kongkuku University. Et ce quartier est vraiment animé, il y a des tonnes de rues commerçantes bordéliques, c'est assez chouette de se balader dans les rues qui ont franchement du charme et qui peuvent vous rappeler certaines rues d'Osaka, je trouve. Ensuite, je vous invite à aller vers le sud à, alors ça je ne sais pas du tout comment je vais le prononcer, Tuxeum ou Tuxeum, je ne sais pas, Tuxeum Resort, pour aller encore une fois sur les rives. Car il y a de super points de vue sur la rive en face, ainsi que la grande tour Lotte qui ressemble un peu à la tour de Sauron dans le Mordor, mais qui a vraiment la classe. Je vous invite à aller voir les photos sur la page de l'émission. Vous pourrez aussi louer des pédalosing sur un bateau 7-Eleven. Oui, ça devient n'importe quoi cette phrase, mais vous comprenez, vous connaissez mon amour pour les pédalosing. Eh bien, vous pouvez naviguer sur la rivière avec les pédalosing, sur toute la rivière. Là, niveau spot de pédalosing, je crois qu'on a atteint un très gros niveau. Moi, j'ai vu un pédalosing perdu en plein milieu de la rivière. C'était super fun, ça m'a fait une photo super chouette. J'avoue, j'ai pas tenté l'expérience. Je n'étais même pas sûr que c'était encore ouvert, mais a priori ici, vu qu'il y avait quelqu'un qui était sur son pédalosing. Mais là, j'avoue que niveau spot, on peut pas faire mieux. Et sur ces rives, il y a aussi un bâtiment futuriste, une genre de passerelle recouverte qui est assez sublime à l'intérieur. J'ai fait une magnifique photo là-bas, et en plus on peut se poser dans un café qui est alors pas vraiment bon, mais l'espace est vraiment chouette et très design, avec une vue sur la rive en face et un pont où les trains traversent la grande rivière. Perso, j'ai adoré ce coin, j'ai adoré me poser ici. Et si vous avez encore du temps, je vous invite à traverser la rive en prenant le métro et vous rendre dans le quartier encore un peu plus à l'est. Là où vous trouvez la fameuse tour Lotte, ou Lotte, je sais pas comment on dit, qui ressemble à la tour de Sauron. La tour est gigantesque et impressionnante. On peut la visiter et monter tout en haut pour avoir une vue imprenable sur la ville. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais j'ai eu des amis qui l'ont fait et c'est, je pense, une chose vraiment à faire. Dans le quartier, il y a aussi un ancien stade olympique ainsi qu'un parc olympique. Là aussi, j'ai pas eu le temps malheureusement de visiter précisément tout ce coin-là, mais ça faisait assez envie. Et voilà pour le jour 5 et on va passer au jour 6, le dernier vrai gros jour sur Séoul. On va cette fois s'y faire un peu de la K-pop, du jeune, du coloré et du sonore. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la Corée, la K-pop c'est la musique pop coréenne, très boys band. Alors moi c'est pas du tout mon kiff, voilà, vraiment pas, je comprends même pas le principe, mais c'est un truc qui cartonne partout dans le monde et je suis sûr que certains auditeurs adorent. Et tant mieux encore une fois, il en faut pour tout le monde. Et il y a un quartier pour les jeunes, qui est vraiment fait pour ça. Mais avant ça, on va aller au métro Ewha Woman University et se diriger donc vers l'université. Le lieu est vraiment impressionnant avec un style européen et un bâtiment moderne qui vaut le coup d'œil. Pour les photos, c'est vraiment chouette. Puis je vous invite aussi à vous diriger tranquillement dans les rues
jusqu'au café qui s'appelle Felt et qui restera mon meilleur café à Séoul. Pour faire la première pause du matin, c'est vraiment un endroit chouette. Le café est un peu perdu dans une toute petite rue, mais juste à côté, vous avez accès à une coulée verte que je vous invite à suivre, une ancienne ligne de chemin de fer transformée en coulée verte. Cette coulée verte vous amènera jusqu'au métro Hongik University. Et là, on arrive dans le quartier des jeunes qui sent bon la K-pop. Et franchement, cette coulée verte, là aussi, c'est une balade sympa à faire. Donc maintenant, on va être dans le quartier de la K-pop et de la musique à fond. Ouais, parce que la musique est vraiment à fond. Il y a de la musique partout, on ne s'entend pas parler. C'est pour moi insupportable, mais pour les jeunes, je pense que c'est super cool. Et pour les amoureux de la K-pop, ça doit être mais c'est génial, j'adore, c'est cette chanson, regarde, je me rappelle trop, etc. Mais moi j'ai trouvé ça horrible. C'est de la musique. J'ai l'impression d'être dans un pachinko. Je sais pas si vous connaissez les pachinko au Japon, mais voilà, j'ai l'impression de rentrer dans un pachinko, sauf que là je rentre pas, c'est dehors, donc on peut pas y échapper. Et j'avoue, j'étais pas forcément hyper fan de cette partie-là, hein, je dois l'avouer. Mais en fait, finalement, on va pas y aller tout de suite. Et oui, je vous ai menti, on va continuer cette coulée verte vers l'ouest et aller dans le quartier de Yeonandong. Là, il y a plein de petites rues bordéliques qui s'entrecoupent avec des tonnes de cafés et restaurants. Quand je vous dis qu'il y a des tonnes, je ne vous mens pas, j'ai dû compter plus d'une soixantaine de cafés dans un tout petit espace. Oui, une soixantaine. Et quand je dis un petit espace, c'est vraiment un petit espace. Vous pourrez même repérer un resto pour le soir et revenir en fin de journée, parce que franchement, je pense que sortir là-bas le soir, c'est assez sympa. Une fois la balade finie, donc, je vous invite à revenir sur vos pas vers le quartier de Hongdae. C'est là que vous allez voir les danseurs de K-pop, les boutiques aux musiques vraiment criardes, plein de shopping, plein de malls. Bref, vous en aurez pour votre argent, vos oreilles si vous aimez ça. Les nuits sont aussi très agitées dans le quartier, c'est un power spot pour les jeunes qui veulent sortir en ville, donc n'hésitez pas. Et maintenant on passe au 7e jour, et 7e jour, on va partir de Séoul. Il y a bien entendu d'autres quartiers à voir, j'en ai fait certains qui étaient sympathiques dont je ne parlerai pas ici, et d'autres que je n'ai pas eu le temps de visiter, mais je pense qu'il vaut mieux garder un peu de temps pour Busan ou Pusan, j'ai jamais su si on disait Bu ou Pu, et quelques points d'étape. Moi je vais dire Busan, ok. Pendant quelques points d'étape entre le voyage entre Busan et Séoul. Et pendant ce jour de transport, on va donc prendre le train en direction de... C'est parti, en direction de Busan. Ah oui, c'est surprenant. Mais en fait, avant, on va faire des arrêts. Donc pour le jour 8, le jour 9 et le jour 10, on va faire des arrêts, mais là ça va être un petit peu spécial. Parce que je suis pas quelqu'un qui m'invente une vie, et étant parti en Corée du Sud pour faire ce qu'on appelle un tour du poteau, c'est-à-dire sortir du territoire pour pouvoir revenir ensuite en visa touriste, et devant faire attention à mon budget, et en plus c'était l'hiver, donc il y a plein de paysages qui sont pas très jolis en hiver, qui valent pas forcément le coup de se balader, j'ai fait que 2 destinations, Busan et Séoul. Séoul, je vous ai déjà fait un petit planning, et Busan va arriver par la suite à partir du jour 11. On a donc 3 jours de libre, mais n'ayant pas visité autre chose que ces deux-là, je ne peux pas vous conseiller tel ou tel endroit. Cependant, j'avais fait mes petites recherches, et je peux juste vous conseiller de soit caser 3 jours sur l'île de Jeju, au sud de la Corée, puis d'aller à Busan ensuite en ferry ou en avion. L'île a l'air plutôt chouette avec de très beaux paysages, c'est une île volcanique, il y a des randos qui ont l'air assez chouettes à faire, ça peut vous changer de l'ambiance citadine de Séoul et de Busan. Sinon, on peut aussi se tourner vers des destinations qui sont sur le trajet entre Séoul et Busan, comme la ville historique de Gyeongju, où on peut trouver des temples, des grottes, de belles balades. Là aussi, il y a juste à côté le mont Nansan, qui permet là aussi de se faire une petite randonnée pour ceux qui n'ont pas envie de prendre l'avion par exemple. Ça peut être une bonne pause entre Séoul et Busan. Il y a aussi pas très loin Gangneung, alors ça doit être encore la prononciation de merde, je suis désolé, et ses environs qui sont connus, ou bien encore Andong et le village d'Aohe, je suppose, mais je vais pas m'étendre sur le sujet, ne l'ayant pas expérimenté, je vous laisse faire vos petites recherches sur internet. Il y a plein de sites qui traitent sur la Corée du Sud et qui sont largement plus spécialistes que moi je voulais juste vous faire partager mon expérience, mais voilà, je ne suis pas un spécialiste de la Corée, clairement. Et donc on va dire que ces 3 jours, ils sont passés, vous avez fait votre tambouille, et on passe directement à la fin du voyage, au jour 11, en direction de Busan. Donc le jour 11, on est à Busan. Soit vous avez déposé les valises la veille, soit vous arrivez assez tôt le matin, et on peut commencer l'exploration. Et je recommanderais pour le premier jour de partir en direction du BIFF, B-I-F-F, c'est un peu bizarre, BIFF Square. Dans ce quartier, vous allez trouver un énorme marché avec des rues un peu bordéliques qui vendent de tout et n'importe quoi. C'est assez rigolo et ça change vraiment de l'ambiance de Séoul. Juste à côté, vous avez même un marché aux poissons qui sent bon, le poisson en fait, si vous aimez le poisson surtout. Le marché est vraiment impressionnant et vraiment c'est la bonne franquette, c'est à l'ancienne, ça fait un peu pauvre parfois, mais voilà, ça fait bon marché, vraiment l'ambiance marché, quoi. C'est pas un truc de bobo, quoi. Et c'est aussi dans ce quartier que vous pourrez voir la Busan Tower, qui est sur une petite colline, qui est une petite tour plutôt mignonne.
Et si vous avez le temps, je vous invite à aller un peu plus au nord, sur une petite montagne, on peut trouver un monument en l'honneur des soldats coréens et de la démocratie. Le lieu est assez impressionnant mine de rien, et là aussi vous pouvez avoir une belle vue sur la ville. Et pour le jour 12, eh bien, on va aller sûrement à l'attraction la plus connue de Busan, le Gamcheon Culture Village, qui a des airs de favelas brésiliennes très colorées, avec plein de vieilles maisons délabrées de toutes les couleurs dans les hauteurs, avec des rues qui serpentent. Et dans ce quartier se trouve un espace culturel où on va trouver plein de petites statues et d'œuvres d'art diverses. L'endroit est parfait pour les photos, et son power spot, c'est une statue du Petit Prince assis sur un mur où vous pourrez vous aussi vous prendre en photo à côté, mais attention, il risque d'avoir la queue. Le lieu est vraiment chouette à visiter, mais il fait peut-être mon goût un peu trop attraction touristique, mais c'était quand même sympathique. Là aussi, je vous invite à vous perdre dans les ruelles en dehors de la map officielle, car le quartier peut vraiment avoir beaucoup de charme. Ensuite, je vous invite à vous rendre en prenant le métro dans le centre pour visiter le quartier près du métro Seommyeon. C'est un quartier surtout de vie nocturne. La nuit, c'est très agité, les jeunes sortent en masse le week-end car il y a plein de bars, de restaurants et de cafés. On trouve aussi des centres commerciaux. Je conseille de le visiter principalement la nuit pour l'ambiance. Et pour le jour 13, on va se rendre chez les Bourges cette fois, dans le quartier où se trouve le Busan Cinema Center, là où lieu le fameux festival de films de Busan. Ce quartier abrite beaucoup de buildings et le plus grand centre commercial du monde, d'après le Guinness Book des records. Ils l'ont écrit dessus, en fait, sur la façade, donc bon, c'est un peu chelou, mais pourquoi pas. Je ne suis pas rentré dedans, mais effectivement, c'est vrai que le building était assez impressionnant. On peut faire des photos de buildings assez chouettes dans le quartier, et pas très loin, il y a un autre quartier avec des buildings, encore une fois. J'avais l'impression que c'était là que les Américains habitaient, car j'ai vu plein d'Occidentaux sur place, près du métro Dongbaek. Là aussi, ça vaut le coup de faire une petite marche pour rejoindre la rive et avoir une vue sur un des ponts de Busan. C'est assez joli, on peut se balader à travers les buildings ou le long de la rive pour rejoindre un petit parc sur un rocher qui s'appelle Dongbaek Park. Et là-bas aussi, il y a une vue assez sympa sur la rive, c'est agréable de se promener dans ce parc, il y a un bâtiment assez design qui a abrité l'APEC, et en faisant le tour de ce petit parc, on peut avoir une belle vue sur une des plages de Busan, et là aussi, je vous invite à voir les photos sur le site, c'était vraiment très très chouette. Et cette plage, on peut se balader bien sûr le long de la plage et voir les buildings. Les buildings le long de la plage habituellement c'est pas un truc que je trouve joli, mais là ça avait un certain charme. Là aussi il y avait un quartier de vie nocturne mais qui a l'air plus orienté pour étrangers ou jeunes un peu bourgeois, pas vraiment la même ambiance que la vieille on va dire. Et pour le jour 14, je vais vous diriger vers un endroit que finalement je n'ai pas fait. Il s'agit d'un temple au nord de la ville, le mont Go-Bang-Bong, dans le petit massif de imprononçable Gyeongsan, je pense. Je ne peux pas vous en parler vu que je ne l'ai pas fait, mais ça avait l'air vraiment chouette à visiter et ça vous en changera des ambiances jusque-là de la ville a priori qu'on a pu avoir. Il y a aussi d'autres power spots dont je n'ai pas parlé sur Busan, comme Taejongdae, qui a une vue assez cool sur la mer, ou Oryukdo Skywalk, qui permet de marcher au-dessus de l'océan sur un pont en verre. Peut-être aurez-vous le temps de le caser. Encore une fois, les plannings que je vous fais sont juste une proposition qui permet de vous aider à faire le vôtre, mais voilà. C'est juste des idées, de voir comment les gens organisent leur planning. À vous de voir comment vous allez organiser le vôtre. C'est des conseils, tout simplement. Et le dernier jour, le jour 15, soit vous retournez sur Séoul pour prendre l'avion, ou alors peut-être que vous pourrez repartir de Busan pour de nouvelles aventures ailleurs, en Asie par exemple. Osaka n'est qu'à 1h30 d'avion de Busan, ça peut se faire très vite, donc pourquoi pas faire la Corée et enchaîner sur le Japon. Voilà, j'espère que ce petit planning pourra vous donner des pistes pour préparer le vôtre ou pour l'affiner. Et dans le prochain épisode, je voudrais casser une affirmation que j'ai souvent entendue et qui me surprend beaucoup maintenant. La Corée, c'est comme le Japon. Car après 2 semaines en Corée, je ne comprends même pas comment on peut affirmer ça. Mais je vous expliquerai tout ça dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt, ciao!